Lancement ce matin à Bamako du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE. Avec un budget de 500 millions de francs CFA, le fonds est dédié au renforcement des opportunités économiques et politiques des femmes et aussi la promotion des droits de l'enfant. Une cérémonie présidée par le chef du gouvernement. Les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA sont à Bamako pour discuter des problèmes qui entravent l'émergence des États membres. La conférence de Bamako devra servir de point de départ pour une véritable intégration des peuples. C'était le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous commençons par le palais de Koulouba, où le président de la République a reçu en audience la délégation des médiateurs de la zone UEMOA. Les visiteurs ont fait part au chef de l'État des ambitions de la rencontre de Bamako et aussi lui spécifié tout leur accompagnement pour la réussite du processus de paix dans notre pays. Ngolo Koulibaly, médiateur de la Côte d'Ivoire et président de l'AMP UEMOA, est au micro de Nyanya Traoré. Nous ne pouvions pas venir à Bamako, tenir une conférence et repartir sans passer lui dire bonjour. Il nous a vraiment entretenus de l'espace UEMOA. Nous lui avons fait un compte-rendu de l'accueil qui nous a été réservé depuis que nous sommes là et le début de nos travaux. Il s'agit bien entendu de la conférence de Bamako sur les deux thèmes, deux directives de la Commission, la libre circulation des personnes, des biens et des services et l'uniformisation des frais d'inscription dans nos universités publiques de l'espace UEMOA. Le choix de ces thèmes-là, c'est que nous voulons accompagner la Commission dont c'est le travail. La Commission s'occupe de l'intégration de notre espace, de l'évolution de nos économies vers la convergence et au-delà de ça, bien entendu, vers l'union économique d'une manière générale. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce que nous avons compté au président de la République qui nous a beaucoup parlé de l'intégration et au-delà, nous a dit aussi sur le plan, disons, de l'évolution de ce pays frère qu'est le Mali, la situation actuelle et le combat qu'il est en train de mener pour retrouver, disons, un environnement de paix et propice au développement. Je suppose qu'il aura l'accompagnement des médiateurs de l'espace. Exactement. Le président de la République sait que nous sommes à sa disposition pour l'accompagner s'il veut nous confier quelques missions qu'il veut et bien entendu ce sera un plaisir de apporter notre contribution si petite soit-elle. Je le disais en titre, les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA sont à Bamako pour discuter de deux problèmes majeurs qui entravent l'émergence des États membres. Il s'agit de la libre circulation des personnes et des biens et de l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités de l'espace UEMOA. La conférence de Bamako devra servir de point de départ pour la mise en œuvre de stratégies favorisant un marché commun pour une véritable intégration des peuples. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Diarra. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun. C'est ce slogan que veulent traduire en action concrète les médiateurs des pays membres. Et c'est le Mali qui a été choisi pour poser les jalons de cette coopération sous-régionale. Le fait d'avoir décidé de tenir cette rencontre à Bamako au Mali nous apparaît comme un immense crédit d'intention, comme un soutien de grande valeur à toutes les actions de développement que nous entreprenons, surtout en ces moments où des problèmes sécuritaires, des problèmes autres de violence agitent notre espace. Il s'agit là pour le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara et ses homologues, de passer en revue l'application de certaines directives de l'UEMOA dans les États membres. La conférence de Bamako a donc comme plat de résistance la problématique liée à la libre circulation des biens et des personnes et l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques de l'espace UEMOA. L'un des principaux objectifs de la coopération entre l'AMP et UEMOA, entre nous-mêmes,
les médiateurs de l'UEMOA est de contribuer communautairement, si j'ose dire, à l'amélioration de la protection des citoyens membres de l'Union et l'efficience des administrations publiques dans nos États. Dans la même perspective, la bonne gouvernance et l'état de droit sont pour le médiateur plus qu'une préoccupation, une raison d'être. La conférence de Bamako a une originalité car elle regroupe toutes les couches socio-professionnelles de l'espace. Pendant 3 jours, chacun exposera son expérience sur la question. Cet exercice devra doter les médiateurs d'instruments solides afin qu'ils jouent le rôle d'arbitre pour une meilleure application des textes communautaires. En choisissant ce thème, les organisateurs ont ainsi réaffirmé leur attachement et leur intérêt au processus d'intégration économique de la région. En effet, cela fait une vingtaine d'années que notre institution communautaire s'est résolument engagée, entre autres, dans la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux et le droit d'établissement. Ce faisant, elle poursuit la mission d'impulsion et de coordination de l'intégration des États membres en vue de créer un environnement favorable à la création de richesses pour un mieux-être de nos populations. Outre ces 2 thèmes, la conférence abordera d'autres sujets d'intérêt régional et sous-régional, comme la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine, la fièvre à virus Ebola. Face à ces défis qui se développent et s'amplifient chaque jour davantage, que devons-nous faire? Nous pensons qu'il faut continuer de privilégier l'ouverture et la solidarité, présentant ainsi un front uni pour affronter toutes ces difficultés. Dans l'acception nouvelle de l'intégration des peuples et non des États, aucun effort ne doit être épargné pour atteindre les objectifs de solidarité et de paix dans notre espace. Naturellement, le gouvernement du Mali apprécie à sa juste valeur la démarche des médiateurs puisqu'elle repose sur nos valeurs culturelles. La libre circulation des personnes et des biens, puisqu'il s'agit de cela, constitue donc le fondement de l'intégration. Vous avez dit qu'il s'agit d'un espace des peuples, pas seulement un espace des États. Il s'agit donc de créer un espace sans frontières, au sein duquel chaque ressortissant d'un État membre se sentirait dans chacun des autres États membres, comme dans son propre pays. Force est de constater que l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, en ce qu'elle doit constituer la base de la création du marché commun, n'est pas tout à fait assurée. Dommage. Le gouvernement du Mali, pour sa part, s'impose le devoir d'appuyer toute initiative de l'association des médiateurs de l'espace UEMOA. Et cela pour aller dans le sens de l'intégration sous-régionale. Les intervenants ont à l'unanimité rendu hommage au président de la République dont le soutien a permis la tenue de cette conférence à Bamako. L'idéal étant d'aller vers la création d'un marché commun où il fera bon vivre. Faisons un tour à la primature pour parler du conseil de cabinet de ce matin. Au cœur de cette réunion, la sécurité au Mali, qu'elle soit sanitaire ou alimentaire, le ministre porte-parole du gouvernement donne plus de précisions. Shogel Kokalamaïga est au micro de Mamourou Sidibi. Le conseil de cabinet d'aujourd'hui a été consacré à un sujet d'importance vitale pour le pays. Il a porté sur la réforme du secteur de la sécurité. Au sens large du terme, la sécurité ne vit pas seulement sur le plan militaire strictement, mais dans tous les domaines de la vie de la société. Nous avons largement discuté. Les débats ont été très fructueux. Le Premier ministre a tiré une série de conclusions. D'abord, la réforme du secteur de la sécurité sera pilotée par une structure qui sera ancrée directement au niveau du Premier ministre. Il a été aussi défini les missions précises d'ordre stratégique, d'ordre opérationnel, au sens le plus large du terme. Une vision horizontale qui couvre tous les domaines de la vie de la société. Il a été aussi décidé de l'organisation, après avoir défini l'ancrage, les missions, l'organisation
jusqu'aux cellules qui travaillent et la structure et la personnalité qui doit piloter cette structure. C'est des sujets qui, vous comprenez bien, sont très sensibles, qui n'ont pas vocation à faire trop de publicité autour. Mais il était bon quand même que les Maliens sachent que le secteur de la sécurité aujourd'hui, sur les hautes instructions du président de la République, fait l'objet aujourd'hui d'une attention toute particulière. La sécurité, comme je l'ai dit au sens le plus large du terme, de la défense, de la sécurité du point de vue militaire, mais de la sécurité au sens le plus large du terme, sécurité économique, sécurité sanitaire, sécurité écologique, sécurité sur le plan de la vie au quotidien, la sécurité des personnes et des biens. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Un certain nombre d'orientations ont été données par le Premier. Les documents vont être peaufinés avant d'être soumis en Conseil des ministres pour une adoption définitive. Juste après ce conseil de cabinet, le Premier ministre Modibo Keïta a reçu les membres de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle. Là aussi, il a été question de sécurité et des élections au Mali. Au micro de Mamoudou Sidibé, Soumelou Boubei Maïga revient en détail sur cette rencontre. Au niveau de la convention de la majorité présidentielle, nous avions sollicité depuis quelque temps une rencontre avec le Premier ministre, en plus des rencontres régulières que nous avions avec le ministre de l'administration territoriale. Et nous avons souhaité relayer auprès du Premier ministre un certain nombre de préoccupations relatives à l'organisation, à la tenue des élections communales et régionales, qui portent essentiellement sur les conditions de sécurité, de libre circulation, de présence de l'administration, et des difficultés que, en certains endroits du territoire, les uns et les autres rencontrent, même dans le cadre des formalités qui sont prévues par le code électoral. Nous nous sommes largement expliqués sur la question, avec l'état d'esprit que notre démarche s'inscrirait surtout dans le renforcement de d'une démarche collective, pour que nous puissions organiser les élections dans de meilleures conditions. Et nous pensons que le Premier ministre a pris bonne note, comme il l'a dit lui-même, des propos que nous lui avons tenus, des propositions que nous avions plus ou moins esquissées, et nous sommes inscrits dans une dynamique d'échange, non seulement avec le gouvernement, mais peut-être aussi avec l'ensemble de la classe politique, pour que la tenue des élections devienne un sujet de consensus national et qu'elle puisse se faire dans les meilleures conditions de sécurité, de paix pour tout le monde et sur l'ensemble du territoire. Journée de jeudi très chargée pour le chef de gouvernement. Il a également présidé le lancement du fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE sous le haut patronage du président de la République. Le fonds est dédié au financement des programmes qui favorisent le renforcement des opportunités économiques des femmes et leur participation politique au niveau national. Le FAFE porte également une attention particulière à la réalisation des objectifs axés sur la promotion des droits de l'enfant. Pour l'année en cours, le gouvernement a doté le fonds d'un budget de 500 millions de francs CFA. Reportage Mamadi Kone. Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant est un programme gouvernemental de renforcement économique de la femme. Il vise l'émergence des femmes et la promotion des droits de l'enfant à travers diverses actions. Le fonds est composé de 3 guichets. Le premier est dédié au financement des actions de développement de l'entrepreneuriat féminin, le deuxième pour l'appui aux actions de renforcement du leadership féminin et enfin le troisième guichet concerne la réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile. Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant a été créé pour mobiliser les ressources humaines, techniques, financières du Mali et de ses partenaires en faveur de la femme et de l'enfant. En effet, l'initiative ne saurait se développer sans d'abord et tout d'abord la volonté politique affichée des plus hautes autorités du pays qui ont cru aux femmes et qui ont affecté aux femmes et aux enfants ce fonds d'appui
à leur autonomisation et à leur épanouissement. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour l'aménagement, le système des Nations Unies se réjouit d'être aux côtés du gouvernement du Mali pour le lancement officiel de ce fonds. Selon elle, ce fonds devra assurer un avenir meilleur aux femmes et aux enfants du Mali sans discrimination aucune. Je souhaite renouveler le ferme engagement de notre système des Nations Unies au Mali à l'endroit du gouvernement du Mali à continuer à accompagner toutes les initiatives visant à soutenir et à consolider les droits de l'enfant et à l'autonomisation de la femme malienne. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec une prise en compte et une intégration effective de la dimension genre que nos programmes communs de développement, de stabilité, de paix et de sécurité réussiront. Elle a également salué les efforts fournis par le gouvernement en matière de promotion des femmes. À cet effet, elle évoque, entre autres, l'adoption du projet de loi sur les nouvelles mesures pour la promotion et l'égalité du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Occasion pour le chef du gouvernement de rappeler l'engagement constant du chef de l'État pour ce qui concerne la mise en œuvre des termes de référence de la décennie 2010-2020 dédiée aux femmes africaines et l'année 2015, année de l'autonomisation des femmes. Le grand intérêt que le président de la République lui-même porte à l'autonomisation de la femme dans divers domaines d'activité. Le grand intérêt qu'il porte à l'épanouissement de l'enfant et à la promotion de la famille. Vous savez aussi son engagement sans réserve en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des populations maliennes en général. Son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de la femme en particulier. Cet intérêt, cet engagement constant, les pouvoirs publics s'expriment à travers de nombreuses mesures d'ordre institutionnel, à travers l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des politiques publiques et sectorielles, notamment la politique nationale du genre, à travers aussi l'adhésion à des instruments internationaux, conventions et protocoles, l'adhésion aux objectifs du millénaire pour le développement, dont le troisième objectif est consacré explicitement à la promotion de l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes. La création et l'approvisionnement du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant sont des actes majeurs qui expriment fortement encore une fois de plus la volonté des pouvoirs publics de concrétiser la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le chef du gouvernement a ensuite insisté sur le rôle combien important des femmes dans la mise en œuvre de l'accord de paix et dans la gestion des affaires publiques. Le parrainage du reste de la présente cérémonie par le président de la République, cérémonie de lancement du fonds, traduit aussi sa conviction selon laquelle la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est un levain déterminant pour le progrès économique, social et culturel de l'ensemble de la société malienne, pourquoi pas de l'humanité. Je voudrais souligner que l'autonomisation de la femme ne saurait être considérée comme une fin en soi. C'est un moyen devant permettre aux femmes, cette importante composante de notre société, de participer effectivement et activement à la construction du pays, à l'amélioration des conditions de vie, en un mot, à l'avènement du progrès économique et social. Au moment où notre pays est tout à fait dédié à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, notre pays mesure l'importance du rôle de la femme dans la réussite de cette ambition, de ce projet majeur. À noter que le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant est alimenté, entre autres, par une subvention du budget national, la contribution des collectivités, les dons et legs. La cellule technique et le comité de pilotage en sont les organes de gestion. En
images du 7 au 8 septembre 2015 sur invitation du gouvernement camerounais, une délégation malienne conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale du Mali, a séjourné à Yaoundé dans le cadre des négociations en vue de la finalisation de la rélecture de la Convention sur la circulation des personnes et des biens signée entre le Mali et le Cameroun le 6 mai 1964 à Bamako. À l'issue des travaux de Yaoundé, un nouvel accord a été adopté et signé le 8 septembre 2015 par le ministre Abdoulaye Diop et Pierre Moukoko Mbondio, ministre des Relations extérieures du Cameroun. Le nouvel accord préserve en réalité tous les fondamentaux et les valeurs panafricanistes qui ont présidé à la signature de la Convention de 1964. Il innove par l'institution d'un visa pour une catégorie de détenteurs de passeports ordinaires et le visa reste gratuit pour tous les demandeurs. Les deux délégations ont convenu de convoquer la première session de la commission mixte de coopération dans les meilleurs délais en vue du renforcement des relations politiques et de coopération entre le Mali et le Cameroun. Retour à Bamako et sachez que la BCEAO a décerné ce matin le prix Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de l'institution bancaire. Ce prix de 10 millions de francs CFA fait la promotion de la recherche économique dans le cadre d'un éclairage sur la politique monétaire. Compte rendu Sirabachili. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest récompense le mérite. Le prix Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de la BCEAO pour la promotion de la recherche économique, est à sa 4e édition. Ce prix de 10 millions de francs CFA est revenu au Togolais Yaodosa Tandeo, doctorant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour son article consacré au choc de taux d'intérêt de la BCEAO. Le prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA a été remis à Charlemagne Babatunde Higué et Mathieu Mbemeo Trino, tous deux béninois et co-auteurs de l'article sur le risque de crédit bancaire et la politique monétaire dans l'espace UEMOA. La BCEAO accorde beaucoup d'intérêt à ce prix Abdoulaye Fadiga. La recherche économique est importante pour la formulation des politiques économiques appropriées pour nos États. Et le prix Abdoulaye Fadiga a quelque peu délimité le champ qui concerne la BCEAO. C'est tout ce qui touche la politique monétaire, tout ce qui touche les politiques budgétaires mises en œuvre dans les États, les politiques d'endettement et la croissance économique. Les premiers ministres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouverneur de la BCEAO ont tour à tour exprimé l'intérêt de la recherche et de l'innovation dans l'éclairage sur la politique monétaire des pays de l'Union. Les universitaires, quant à eux, saluent ce cadre de collaboration institué depuis 8 ans maintenant. C'est une belle opportunité qui est là, qui est offerte. Alors, quant aux résultats, on voit que vraiment c'était très intéressant les sujets qui ont été primés parce que c'est des sujets d'actualité. Et je crois que cette symbiose entre les décideurs et les autorités monétaires et les chercheurs, je crois que c'est une bonne chose qu'il faut continuer à travailler et renforcer. Le prix Abdoulaye Fadiga s'adresse aux chercheurs et ressortissants de l'un des 8 États membres de l'UEMOA. Les thèmes de recherche pour 2016 sont déjà connus. Ils sont relatifs à l'analyse du secteur financier et à l'examen des questions macroéconomiques en rapport avec les finances publiques. Les dispositifs de couverture sanitaire dont l'assurance maladie obligatoire AMO, le régime d'assistance médicale RAMED et les mutuelles de santé, voilà les thématiques abordées ce matin à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'informer les parlementaires pour plus de couverture sanitaire universelle. Ramata Konaté a suivi ses travaux pour l'ORTM. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont bénéficié d'une forme d'assistance sanitaire, l'assurance maladie obligatoire AMO ou le régime d'assistance médicale RAMED ou encore les mutuelles de santé. En dépit des bienfaits de ces dispositifs, la couverture sanitaire universelle n'est pas encore effective. Par exemple, sur une population cible de 825 000 habitants, soit 5% de la population malienne, l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, l'organisme en charge du RAMED,
compte aujourd'hui plus de 50 000 bénéficiaires immatriculés. À ceci s'ajoutent les 171 000 bénéficiaires du programme de filets sociaux dit Kisemeiri. Des résultats largement en deçà des attentes. Les défis et avancées ainsi que les perspectives de la couverture sanitaire universelle au Mali sont développés au cours d'une journée de plaidoyer. Il faut d'abord dire que beaucoup d'efforts ont été consentis depuis la création des centres de santé communautaires pour amener des soins de qualité à moindre coût aux populations. Et cette dynamique a continué avec l'AMO, l'avènement de l'AMO, et ensuite le RAMED, le régime d'assistance médicale. Toutes ces dispositions ont contribué à élever en quelque sorte le taux de couverture sanitaire. Outre les députés, prennent part à cette rencontre les représentants de l'Association des municipalités du Mali et ceux de la Fédération des associations de santé communautaire FENASCOM. C'est juste exactement un rappel, un éveil de conscience sur la nécessité de la couverture sanitaire universelle. Maintenant, ce que nous attendons exactement les parlementaires, c'est d'abord de faire en sorte exactement pour partager le niveau d'évolution des préparatifs exactement par rapport à la couverture sanitaire universelle. Pour le conseiller au ministère en charge de la solidarité, la volonté politique d'aller à une couverture sanitaire universelle est bien là, puisque l'État s'est engagé à prendre en charge 80% des cotisations des mutuelles de santé contre 50% actuellement. Ce dispositif de santé concerne les non-salariés qui exercent des activités économiques et évoluent dans une mutuelle. Il s'applique au secteur informel et rural et représente 78% de la population. Nous restons à l'Assemblée pour parler de l'effectivité du droit à la santé au Mali. Le Mali est malade de son système de santé, disait en 2010 un citoyen lors d'une rencontre du genre. Qu'en est-il en 2015? Le point avec Salima Tandao. Le droit à la santé est un élément fondamental des droits de l'homme, mais est-il effectif au Mali? La conférence débat organisée ce matin par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en partenariat avec la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice et des institutions de la République, indique que des efforts sont faits par les autorités politiques, mais il y a encore des objectifs à atteindre. Il s'agit de renforcer ces efforts-là pour améliorer les coûts des médicaments, l'accueil des malades, les vaccinations. Il y a encore beaucoup de problèmes par rapport à la santé de la femme, de la mère et de l'enfant, le paludisme, le sida, Ebola. Selon le DS4 réalisé en 2006, les coûts de soins s'élèvent à environ 13 000 francs CFA par malade en moyenne. De nos jours, les ménages dépensent 20 000 francs CFA pour le traitement du paludisme. Les plus pauvres se tournent vers l'automédication, les pharmacies parterres et les tradipraticiens. Selon le ministère de la Santé, il existe plus de 400 textes, lois, décrets, circulaires et conventions pour réglementer le secteur de la santé. Le problème est que ces textes ne sont pas toujours appliqués. Il s'agit aujourd'hui de sensibiliser les députés qui prennent quand même les lois, les pouvoirs publics, pour aboutir à l'effectivité de ces droits au niveau de nos différents centres hospitaliers. Il s'agit de cela. Par exemple, il y a des lois qui portent sur la gratuité des soins. Est-ce que c'est appliqué? La prise en charge des cas d'urgence, est-ce que c'est appliqué? Je saisis cette occasion pour réaffirmer tout le soutien et l'adhésion totale de l'institution parlementaire quant à l'aboutissement de vos objectifs, à savoir la contribution à l'effectivité du droit à la santé au Mali et la sensibilisation des parlementaires, des pouvoirs publics et de la société civile sur le droit à la santé au Mali. La représentante de l'Institut danois des droits de l'homme, une structure qui accompagne la CNDH depuis 2009, a souligné la gestion des épidémies. Il y a quelques jours, un cas de poliomyélite a été détecté à Bamako et les dispositions sont prises pour éviter la propagation de la maladie. Justement, Salima Tandao, un cas de poliomyélite a été découvert au Mali. Cette situation a amené le gouvernement à mettre tout en œuvre pour empêcher l'évolution de cette maladie qui avait disparu depuis 2011. Les services de santé sont à pied d'œuvre pour une vaccination des enfants de 0 à 5 ans. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui donne ici des assurances sur la disposition prise par le gouvernement pour éviter toute propagation. Il est au micro d'Isaac Chenou. La confirmation d'un seul cas de poliovirus
est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence de santé publique de portée internationale. C'est dire qu'un seul cas confirmé de cette maladie est une alerte devant être traitée comme une épidémie. En effet, la poliomyélite est une maladie infectieuse très contagieuse due à un virus nommé poliovirus qui s'attaque au système nerveux. L'infection est généralement asymptomatique, mais elle peut provoquer un syndrome fébrile avec ou sans méningite, suivi parfois de paralysie, le plus souvent d'une seule jambe. Cette maladie hautement contagieuse, notamment à partir des selles, est incurable, invalidante et parfois mortelle. Elle peut facilement se propager dans un environnement de faible couverture vaccinale. Au regard de tous les éléments précités, le gouvernement du Mali déclare le pays en situation d'épidémie de poliomyélite. Face à cette situation et conformément aux procédures opérationnelles standards, le gouvernement du Mali a décidé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, d'organiser 3 campagnes de vaccination au vaccin polio oral trivalent sur l'ensemble du territoire national dans une période de 9 semaines à compter du 9 septembre 2015. Elles concerneront dans un premier temps le district de Bamako et environ, et par la suite toutes les autres localités. La stratégie retenue pour l'exécution de ces campagnes sera le porte-à-porte. L'intégralité de ce message après ce journal. Également dans ce 20h, l'évolution des activités du plan de campagne agricole 2015-2016. On en parlait au conseil de cabinet élargi du ministère du Développement rural. Au cours de la réunion, il a été également question du programme pilote de subvention des équipements agricoles et du processus de renouvellement des instances de l'ACPECAM. Le compte-rendu de Lamine Keïta dans nos éditions futures. Dans le même registre, mais cette fois-ci dans la région de Koulikoro, le directeur national de l'agriculture a effectué une sortie de terrain dans le cercle de Kati pour s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne agricole de 2015. Constat, malgré quelques difficultés, la campagne bat son plein. Reportage à Daouda Koni. Cette visite du directeur national de l'agriculture dans le cercle de Kati est la suite d'une série de visites entreprises dans la région de Koulikoro pour s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole 2015. À Sanga, dans la commune de Yelekebugu, il est allé voir le champ du paysan modèle Karim Diara. Karim Diara qui a emblavé 15 hectares répartis entre le maïs, l'arachide, les pastèques ainsi que quelques spéculations maraîchères. Ce qui est important à signaler, c'est que le paysan Karim Diara est en train d'appliquer ce que nous appelons irrigation d'appoint. C'est-à-dire qu'il faut tirer l'eau, le forage d'un puits ou d'un forage d'une rivière pour irriguer les cultures pendant qu'il y a des pots de sécheresse. Et M. Karim Diara a fait l'installation. Et sur ce qui est intéressant, il a fait une bâche qu'on appelle bâche réservoir. Donc il n'a pas fait en béton, il a fait en bâche réservoir. Je pense que c'est un paysan qu'il faut encourager. Après la visite de terrain, place à une rencontre avec les acteurs de l'agriculture et les élus du cercle. Une bonne occasion pour faire l'étalage des difficultés rencontrées. Les difficultés sont entre autres relatives à l'insuffisance de l'engrais subventionné et de moyens de déplacement des agents de base. Je pense qu'ici, l'engrais qui a été utilisé, il y a des types d'engrais. Il y a l'engrais subventionné qui a été mis sur le maïs, on est très content. Et l'autre engrais qu'il a pris de sa poche. Ça, c'est aussi bien. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la subvention, c'est un appui que l'État apporte aux producteurs. L'autre côté doit être pris en charge par eux. Il est clairement apparu dans les débats que malgré l'installation tardive des pluies en début de campagne, la situation pluviométrique se normalise petit à petit. Les spécialistes estiment que si cela continue jusqu'en octobre, la campagne sera satisfaisante. Partons à présent à Gao, dans la cité d'Izaskia, l'ambassadeur des États-Unis au Mali a effectué une visite pour parler de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. À la tête d'une forte délégation, le diplomate américain a rencontré l'administration, la hiérarchie des forces armées maliennes et la société civile, et il réitère la disponibilité de son pays à accompagner le Mali dans son combat pour la paix et le développement. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. Dès leur arrivée à Gao, l'ambassadeur des États-Unis au Mali et sa délégation ont rencontré la société civile composée de jeunes et de femmes et les associations et organisations non gouvernementales.
Plusieurs de ces entités ont en charge l'exécution et la mise en œuvre de projets et programmes des États-Unis. La bonne gestion des fonds a été au cœur des débats avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Nous avons discuté de la qualité de l'offre de services. Les services en matière d'éducation, de santé, d'hydraulique. Nous avons lancé un cri de cœur par rapport à ce qui existe au plan sécuritaire. Le diplomate américain, après avoir écouté longuement les acteurs de développement, a noté avec satisfaction les impacts de la bonne exécution de ces projets et programmes, renforçant ainsi les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Au plan sécuritaire, malgré la dégradation de la situation en des endroits du pays, les Américains restent optimistes et disponibles aux côtés du Mali. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique tient à réitérer sa disponibilité à accompagner le Mali dans son combat pour la paix et pour l'atteinte des objectifs de développement durable en vue de sauver plus de vies. Aucun développement n'est pas possible sans la paix et la sécurité. La délégation américaine a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Gao et les forces armées du Mali, FAMA. Au cours des échanges, il a été question de la formation et du réarmement matériel et moral des troupes pour faire face au terrorisme. Un nouveau projet dénommé Programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État vient d'être lancé ce jeudi dans la Cité des Rails. Ce projet concerne les régions de Kayes, Ségou et Mopti et coûtera plus de 13 milliards de francs CFA. Mahamadi Alioubari. D'un coût de 21 millions d'euros cofinancé par la GIZ allemande et l'Union européenne, le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État padre couvre les régions de Kayes, Ségou et Mopti. Son objectif est de renforcer les capacités économiques et financières des régions couvertes par le projet du pacte, programme d'appui aux collectivités territoriales. Le padre comporte 4 composantes, dont le renforcement du cadre institutionnel. L'objectif qui porte sur le renforcement du cadre institutionnel de la décentralisation vise à renforcer les capacités de l'État malien sur les questions stratégiques liées à la décentralisation et à la réforme de l'État. À accompagner les réflexions stratégiques concernant la régionalisation au Mali. Il y a aussi la décentralisation fiscale, finances locales et contrôle, le renforcement des performances économiques de la région, le renforcement des mécanismes de contrôle étatique et citoyen, des investissements des collectivités territoriales. Les autorités régionales attendent beaucoup de ce nouveau programme. Nos attentes, c'est vraiment de toucher l'ensemble, n'est-ce pas, des collectivités de notre région. Il y a les communes, il y a les conseils de cercle, il y a la région. Maintenant, c'est la base d'un certain nombre de critères, notamment l'élaboration des outils de planification pertinents qui vont être élaborés par les collectivités. Et cela permet, n'est-ce pas, au programme de faciliter un peu leur accompagnement au niveau de ces collectivités. Plus de 6 millions de personnes bénéficieront de l'appui de ce projet qui durera 3 ans. Le réseau routier du cercle de Djouila est dans un état de dégradation préoccupant. C'est le constat fait par les membres de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale qui ont visité certains tronçons du cercle. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Agali Agagissa et Sidiki Balou. Les routes Fana-Beleko en 2e région et Beleko-Kignan en 3e région, construites en terre, sont impraticables en hivernage. Malgré les entretiens périodiques, ces routes sont invisibles par endroits ou inondées. Nous avons déjà pratiquement mis plus de 4 heures de temps sur un tronçon de 110 à 80 km, étant donné que le district sanitaire de Fana prend en compte 8 communes sur 13 alors, où les évacuations sanitaires doivent se faire à Fana. Donc, vu la distance du tronçon, vu les conditions d'accessibilité, alors je pense qu'il est vraiment temps de voir
un peu l'état de cette route. Cependant, les tronçons en question contribuent fortement au développement socio-économique de plusieurs communes des régions de Kounokourou et Sikasso. C'est pourquoi l'État consent d'énormes sacrifices pour pérenniser l'entretien de ces routes d'intérêt régional. Actuellement, vu l'état de la route, elle a presque dépassé le stade de l'entretien courant. Donc, vu les ressources également qui sont un peu vraiment limitées, la Direction nationale des routes, à travers les services des données routières, essaie de faire le maximum possible pour pouvoir maintenir le patrimoine routier dans un état de services acceptables. Le contrat qu'on a eu à signer cette année avec les entreprises, c'est à peu près de l'ordre de 131 millions. C'est juste pour prendre en charge les points critiques. Les députés ont rencontré les autorités locales et administratives pour leur expliquer les ambitions du président de la République qui visent essentiellement le rapprochement des zones de production aux zones de consommation à travers le désenclavement. Matinée d'échange avec la presse, un nouveau concept à la SOMAGEP. Il s'agit d'échanger avec les journalistes sur les contraintes auxquelles la société fait face. La production, la distribution et la commercialisation ont été longuement discutées avec les hommes de médias. Alpha Maïga. L'eau est source de vie. On ne cessera jamais de répéter cette citation. Sa production, sa distribution, voire sa commercialisation, des concepts qui préoccupent la société malienne de gestion de l'eau potable, mais du coup fâche les usagers. Face aux hommes de médias, les techniciens de la SOMAGEP expliquent les contraintes auxquelles ils font face, et cela sans langue de bois. La contrainte principale en termes de production d'eau potable actuellement en période hivernale, c'est la qualité de l'eau du fleuve. Pendant les périodes d'étiage où la consommation est très grande. Les contraintes que nous avons par rapport à la distribution de l'eau dans la ville de Bamako, c'est l'extension de la ville. On a énormément de problèmes pour prendre en compte l'alimentation de tous ces quartiers qui sont loin de nos sites de production et nos ouvrages de stockage. Des difficultés liées aux fraudes, des difficultés liées à la gestion de la ressource, à l'économie d'eau. Ça, c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les solutions pour améliorer les contraintes, il en a été question. Des recommandations et perspectives très concrètes. Cela pour approvisionner correctement les Maliens en eau potable. Je pense que l'accueil, beaucoup de choses ont été faites. Jusque-là, c'est vrai qu'on a des jeunes collaborateurs qui sont très jeunes, mais aujourd'hui, ils se sont beaucoup améliorés. En termes de perspective, nous attendons la réalisation du projet structurant de Kabbalah qui permet de résoudre l'alimentation en eau de la ville de Bamako jusqu'à l'horizon 2032. Les recommandations, surtout en période hivernale, nous recommandons tout simplement à ce que les premières gouttes d'eau soient utilisées à d'autres tâches ménagères que la boisson. La rencontre avec les journalistes a été dénommée matinée d'échange, un autre concept à la SOMAGEP. Nous restons avec Alpha Maïga pour parler de la conférence débat sur comment concilier climat et développement. Parmi les 60 solutions retenues face au changement climatique, nous avons la participation des communautés, la lutte contre la pollution de l'air. David Bachet, bonjour. Bonjour Claire. David Bachet, journaliste, oui, mais ici modérateur. Autour de lui, 4 panélistes. Principal sujet, comment concilier climat et développement? On a vu qu'il y avait des idées contradictoires qui s'exprimaient. Je crois que d'une manière générale, l'objectif de cette conférence débat a été atteint, à savoir pouvoir discuter du sujet de manière libre, dépasser les a priori et puis pour pouvoir exprimer les attentes réelles des pays comme le Mali, qui est porte-parole des pays africains. La conférence débat s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet sur la question. Le sommet aura lieu à Paris en décembre prochain. Le sujet aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Il brûle. Bien sûr, et il faut que ça marche. On n'a pas le choix. C'est l'avenir de notre planète, c'est l'avenir de nos enfants. Les Maliens et les Maliennes le constatent tous les jours, le résultat du dérèglement climatique, du changement climatique. Le Mali est à la fois un pays victime et en même temps, le Mali est un pays positif, puisque, comme vous le savez, le Mali retient davantage de gaz à effet de serre qu'il n'en produit. Donc c'est avec aussi des pays comme le Mali que nous comptons
pour que cette conférence aboutisse à un résultat. La conférence est initiée par l'Agence française pour le développement, une structure qui aujourd'hui est un acteur majeur et innovant du financement climat au niveau international. À plusieurs niveaux, par exemple à travers l'exposition qu'on fait à l'Institut français du Mali sur le changement climatique, avec un certain nombre de solutions qui sont exposées, également à travers des projets environnementaux que nous sommes en train de financer. Il y en a d'ailleurs qui concernent le Mali sur des foyers améliorés pour réduire la consommation d'énergie, et aussi à travers tous les financements qu'on met en œuvre. C'est un enjeu important et on est tous dans le même bateau au niveau de la planète, on vit tous sur la même planète et il faut qu'on travaille collectivement tous ensemble. En clair, à travers les photos, il s'agit de faire partager aux visiteurs les convictions. Face à ce défi planétaire, nous ne sommes pas sans solution. Parmi les 60 solutions, gérer durablement les fonds, faire participer les communautés, ensuite mieux gérer l'eau potable, lutter contre la pollution de l'air, entre autres. D'une conférence à une autre, et c'est le regroupement des patriotes pour le changement qui a animé une conférence de presse ce matin à la Maison de la Presse. C'était pour échanger avec les hommes de médias sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Selon le conférencier Modibo Sangaré, les Maliens doivent se mobiliser pour aider le président de la République pour une sortie de crise. Page noire de ce journal, le siège du Parlement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria, le monde de la communication au Mali et des pays membres de l'espace, notamment la 10e promotion du CESTI de Dakar, sont en deuil. Dr Cheikh Abdelkader Dansoko, secrétaire général par intérim du Parlement de la CEDEAO, nous a quittés le 6 septembre dernier. Le corps ramené par ses collègues de service a été conduit cet après-midi au cimetière de Niamakuru où il repose désormais. On prit part aux obsèques des camarades de promotion, des parents, des hautes personnalités. Que son âme repose en paix. Amen. Demain, 10h et 13h, Amadou Sankaré, 18h-20h, Aïssata Ibrahim Maïga. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Bonne soirée à tous et à très vite sur le RTM.